Bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai pas vérifié, mais sur le programme, on devait avoir une occurrence de réception de l'ambassade. Skiros devait venir nous parler de révolution industrielle, donc il ne sera pas là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça donc, par la deuxième partie de notre tier list sur les duomos italiens. Il en ira de même la semaine suivante, comme ça je vais faire les 3 d'affilée. Ce qui est un mal pour un bien, et donc normalement, les 3 semaines suivantes, on devrait avoir des réceptions, puisque Pierre vient le 10, et avec Skiros, on a décalé, donc il viendra sans doute en 2 fois, le 17 et le 24. Ce qui n'est pas pour me déplaire, notamment la semaine prochaine, puisque ça me permettra de gérer peut-être plus facilement des premières semaines qui vont être un petit peu difficiles là, dans les semaines à venir. Enfin, on verra. Voilà. Mais d'un point de vue, comment dirais-je, ponctualité et possibilité même de streamer, ça va être compliqué. Donc peut-être que j'enregistrerai ça quand je peux. Donc voilà, décalage de la présence de Skiros. Il viendra donc dans 3 semaines. C'est ça, dans 3 semaines et 4 semaines. Voilà. Donc ce soir, on reprend là où on en était. On va pouvoir faire ça finalement avec moins d'écart que prévu. Donc c'est bien, ça permettra de garder un petit peu les choses chaudes dans l'esprit de chacun. Donc on est parti pour cette seconde session de notre exploration. Alors dans cette session, on va s'autoriser, comme vous le voyez, à descendre jusque dans les Pouilles, mais pour le reste, on va rester un petit peu plus au nord. Donc comme d'habitude, des choses très connues et d'autres moins connues. Il y en a 4 que je n'ai jamais vues dans le tas. En espérant comme d'habitude que cela vous plaise et que bien soit cela vous donne envie, soit cela vous permette d'apprendre une ou deux choses en passant et en picorant. Comme pour les Basileus et les peuples barbares, il faut bien entendu rester humble, ce n'est pas en 5 minutes qu'on maîtrise quoi que ce soit. Bien, continuons notre petit voyage, et pour ce faire, il faut que je modifie donc les éléments, et donc il faut que je passe le diaporama devant la capture d'écran, voilà. Et donc comme vous le voyez, pour les plus perspicaces et géographes d'entre vous, nous dirigeons, de toute façon c'est écrit, mais avec le nom du Duomo, vous n'aviez pas forcément l'indication du lieu. Nous sommes avec le Duomo Saint-Laurent de Gênes. Bon pareil, qui ne connaît pas Gênes et son histoire, hein, Gênes, ville d'un demi-million d'habitants, l'une des plus peuplées d'Italie, ce centre industriel, portuaire de premier plan, ville ligure, ville romaine, puis centre d'une république née de la commune libre au sein du Saint-Empire, active de 1100 à 1800 en gros, ville aussi commerçante et projetant autant ses forces que sa grande rivale Venise, peut-être une puissance territoriale moindre, notamment en Italie même, que la Sérénissime République. Ville rattachée aussi au royaume de Piémont-Sardaigne dès 1815 par les grandes puissances, ce qui les arrangeait bien vu l'endettement que lesdites puissances avaient auprès de la Banque Saint-Georges de Gênes. Donc hop, tour de passe-passe, on rattache ça, on efface les dettes de l'autre côté et tout le monde est content. Peut-être qu'un jour on fera la tier list des cités italiennes, qui sait. Alors, hop, j'ai pas fait la transition. Voilà. De toute façon, Gênes, c'est sans doute pas la plus difficile à situer géographiquement. Donc, le Duomo Saint-Laurent de Gênes. Alors, la cathédrale Saint-Laurent, c'est l'édifice le plus important et éminent de la ville, en termes religieux, bien entendu. Donc, une première basilique est élevée sur les lieux de ce qui était à la base le cimetière de la communauté chrétienne. Elle est érigée donc plus tard, vers le 7e au 8e siècle. La légende, alors le nom Saint-Laurent, la légende dit que Saint-Laurent, qui est un martyr du 3e, sous Dioclétien, ou peut-être avant, sous Valérien, je ne sais plus. Enfin, la légende dit qu'il se serait arrêté dans le quartier avant de voguer vers l'Espagne, lieu de son martyr, et donc d'où le nom de la cathédrale. Donc la basilique
qui est la première construction donc devenue cathédrale. Elle est reconstruite en style roman à partir de 1098 grâce aux fonds récupérés par la ville pour sa participation à la croisade. L'édifice est consacré en 1118, puis largement refait en style gothique à partir de 1230, chantier qui va s'étaler dans le temps, puisqu'on a un large incendie en 1296 qui fait qu'on reconstruit un peu tout. Et donc la façade n'est achevée que vers 1310 et on va dire que la refonte gothique totale n'aura pas lieu. Hop. Ici, donc vous voyez, au 15e et 16e, on va ajouter une loggia et un couronnement donc, aux deux tours pour leur donner leur aspect actuel, avec en plus donc la coupole qui, à mon sens, ces ajouts tranchent un peu. Mais bon, et puis on va ajouter effectivement aussi des éléments au clocher que vous voyez. Donc vous voyez tous ces petits éléments, ces loggias ajoutés, puis ce dôme, ou cette coupole plutôt, au milieu. Alors, hop, je vous mets ensuite les portails. Donc la façade, elle a toujours ses portails gothiques, d'inspiration française, qui sont voilà, les restes du projet de transformation non abouti de l'édifice en cathédrale gothique voûtée, un projet qui sera interrompu. Projet que l'on voit interrompu à l'intérieur comme à l'extérieur, on viendra sur l'intérieur, puisque l'extérieur, l'alternance du blanc et du noir est symbolique du roman ligure, donc on voit bien qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Ensuite, vous avez le campanile, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui fait à peu près 60 mètres de haut, et l'intérieur. Alors, intérieur particulier, parce que alors il a un plan basilical classique, divisé en trois nefs par des colonnes de marbre du 14e, et donc vous voyez, la partie inférieure, en fait, est gothique, et la partie rayée, quoi, le plein cintre au-dessus est roman, et on a réussi, en fait, un espèce de tour de force, de refaire les parties inférieures en conservant la structure supérieure romane par un espèce de système de charpente. Voilà, assez ingénieux pour l'époque. Donc en fait, vous avez ce qui est en dessous, ce qui soutient est gothique, et ce qui est au-dessus est plutôt roman. Et d'ailleurs, on voit de toute façon la différence entre les deux parties. Alors on trouve au-dessus aussi de la porte centrale des fresques de type byzantin. Je l'ai mis là. Donc fresque du début du 14e. Alors les plafonds, vous l'avez vu juste avant, ont été modifiés, hein, au 16e, on a ce plafond, je vous le remets juste avant, voilà, vous voyez ce plafond très particulier, très différent. On a eu de toute façon voilà, de nombreuses restructurations, le transept et le presbytère ont été complètement refaits en style baroque au 16e avec d'imposantes fresques, des marbres, des dorures, enfin toutes les choses habituelles. Vous voyez ici le transept. En règle générale, la cathédrale comporte un immense patrimoine pictural et statuaire d'un intérêt certain, mais qui n'est pas l'œuvre des plus grands maîtres du genre non plus, hein, pour ceux qu'on connaît en tout cas. Et à noter qu'elle possède aussi les reliques supposées de Saint Jean-Baptiste. Et aussi, pour l'anecdote, un obus de marine anglais qui a traversé le toit sans exploser pendant la Seconde Guerre mondiale, un signe de protection divine, et je crois qu'il est toujours conservé au sein de l'édifice. Alors voilà pour Saint-Laurent, que moi je trouve agréable, même si je suis pas fan des ajouts extérieurs, hein, du dôme et des couronnements, qu'on dirait un peu sortir d'un esprit tyrolien d'Autriche. Donc je pense, hop, je vais faire la transition, bougez pas. Tac, on passe ça au-dessus. Donc Saint-Laurent, ce sera dû aux motivations, en plein milieu. Voilà. Voilà pour cette dernière. Ensuite, hop, transition. Donc comme vous voyez, de toute façon c'est écrit, nous passons à Milan, on arrive en Lombardie. Alors pareillement, que dire de Milan, cette ville d'1,5 million d'habitants, ville insubre, puis romaine, capitale impériale, hein, seconde capitale de l'Empire, ville commerciale, mégalopole européenne du 12e au 16e,
centre du duché du même nom, tout le monde connaît, je pense, les Visconti et les Sforza, ville française, enfin, ville espagnole, puis autrichienne, et aujourd'hui une ville majeure de l'Italie à tous les plans, et ville très touristique. Bon, le Duomo, ce sera tout en haut, hein, réfléchissez pas, on y viendra à la fin, mais voilà, ce sera tout en haut. Hop, voilà le Duomo. La troisième église du monde par la superficie, la sixième par le volume, puisqu'elle a un aspect assez particulier, assez ramassé. Donc son érection commence sur les bases d'une basilique plus ancienne, Sainte-Marie Majeure, dont le clocher venait de s'effondrer en 1386. Construction qui est aussi un choix politique face à Gian Galeazzo Visconti, qui avait choisi de faire de Pavie la capitale de son duché, donc c'est une réponse. Les bases sont en briques, qui suit un gothique lombard, avant de passer très vite au marbre, et au gothique plutôt tardif, rénant pour le style. Tout est fait dès le début pour en faire un édifice, disons, exemplaire, édifiant à tout point de vue, à l'aide de tous les architectes et mathématiciens possibles du temps. Ce qui en fait un espèce de chantier infinissable. On dessine, on redessine, on transforme, on consacre, on reconsacre. Je vous mets ici la façade bien connue que j'ai utilisée pour l'image de la tier list. La façade, elle est en projet en 1580, elle va changer beaucoup de fois de forme. Le portail central est réalisé en 1638 et le projet de façade est achevé, pour la petite histoire, sur demande express de Napoléon en 1805. Et donc elle est terminée la façade en 1813. En fait, entre modifications et restaurations, on n'a strictement jamais arrêté de la faire et de la refaire. Cette cathédrale, c'est un chantier continu depuis plus de 600 ans, c'est même devenu un proverbe milanais. Je vous mets son aspect à la fin du 18e, donc vous voyez à quoi ça ressemble. C'est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui est en large partie une construction récente due à Napoléon, en tout cas pour ce qui est de la façade. Alors les modifications de la place, c'est pareil, je vous mets une photo, hop, de la fin du 19e. Modification de la place, on voit l'espace antérieur sur la photo, ça on a fait une scène grandiose avec cette place, mais peut-être un petit peu moins surprenante. La seule chose en fait qui l'a fait surgir, c'est si vous sortez du métro, ce qui a été mon cas. Autrement, la scénographie elle est celle de la plupart des cathédrales, donc avec beaucoup moins de surprises, vous voyez ça venir de très loin, ce qui garde quand même une certaine majesté. Ceci étant, le style de la cathédrale a beau être étalé sur des siècles, être un espèce de gothique fantasmé, il garde une apparence unitaire. En même temps, je vous l'ai dit, elle est assez ramassée, elle est loin du gothique, elle n'a pas vraiment cette poussée vers le haut, elle a une forme assez fermée, en plus d'un toit terrasse unique dans le gothique, qui est donc effectivement toit qui est visitable. Et en fait, finalement, énormément d'éléments architecturaux du gothique n'ont ici pas de vocation autre que purement décorative. Je vous remets la façade et figurative. La façade est une espèce de sédimentation. On voit donc les 5 sections, ça se voit assez bien, qui correspondent aux 4 nefs et à l'abside centrale, donc les sections surmontées de flèches. Donc vous voyez ces 4 sections avec la section principale au milieu. Et donc c'est un espèce de patchwork de 1590 à 1900 quasiment, mais sans que l'œil profane ne puisse vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire que si vous ne le savez pas, vous ne le verrez pas. Je vous mets... Hop, voilà. Donc la statuaire et les vitraux, il en va un petit peu de même. Peu importe en fait l'époque à laquelle tout ça a été fait, la richesse de ce Duomo-là en la matière est assez incroyable. Les décorations de la façade, des portails, des portes, les vitraux, c'est aussi impressionnant au global qu'au détail, vraiment. Alors le plan intérieur est en croix latine, agrémenté de 52 colonnes, avec un sol qui a été commandé au 16e, mais qui a bien entendu été fini en plein 20e, sinon ce serait pas le Duomo de Milan. Mais hop, les quadroni. Donc l'intérieur a aussi des particularités. Le quadroni de San Carlo, qui est exposé au mois de novembre, qui est un cycle de 56 grandes toiles qui exposent la vie et les miracles de Saint Charles Borromée, qui est le patron de Milan, qui sont réalisés, donc les toiles au début du XVIIe.
On a de nombreux monuments funéraires qui agrémentent la cathédrale, qui sont ornés la plupart du temps de vitraux qui sont parmi les plus importantes de toutes les réalisations du 15e. Je vais vous mettre une meilleure vue de l'intérieur. Donc tous les hôtels et chapelles comportent des réalisations qu'il serait un petit peu fastidieux d'énumérer, le plus célèbre étant sans doute toutes les œuvres, le Saint-Barthélemy écorché, qu'on connaît je crois assez bien, de Marco d'Agrate, qui a été réalisé au milieu du 16e. Voilà, donc la crypte, la terrasse, l'intérieur, l'extérieur, vous comprenez, c'est sans fin. D'autant plus que je vous l'ai mis à 4 mètres sous le sol de la façade, on a même retrouvé le baptistère de la fin du 4e qui a dû normalement servir au baptême de Saint-Augustin, donc vous l'avez ici. Donc voilà, malgré une construction sur des siècles, un côté historique peut-être un petit peu bancal, c'est un bâtiment fondamental de la chrétienté, c'est une pièce d'exception qui symbolise la puissance d'une ville et de sa religion. Alors j'ai pas parlé d'un milliard de choses, du Saint-Cloud, enfin voilà, après c'est un lieu très bien documenté, donc vous en saurez plus limite en lisant Wikipédia, hein, pour le coup, donc moi j'ai pas grand chose à vous apprendre là-dessus, il y a vraiment toutes les sources qu'il faut. Et je trouve qu'il mérite sa place tout en haut, je sais que c'est assez surchargé, mais quand vous le voyez, très honnêtement, vous êtes quasiment obligé de ressentir quelque chose de particulier, à mon sens, assez unique. Et si on oublie effectivement le côté peut-être moins dans son jus, si l'on peut dire, c'est quand même un bâtiment extrêmement impressionnant. Là-dessus, il y a absolument aucun doute. Et je trouve que voilà, ça mérite cette place tout en haut par rapport au précédent. Bien, continuons. Alors, hop, on va refaire la transition. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin, puisqu'on va aller voir Saint-Michel-Majeur qui est à Pavie. Hein, on continue avec la Lombardie, on finit avec la Lombardie. Alors tout le monde connaît, je pense, la ville de Pavie, notamment pour la bataille de François Ier, cette grande défaite. Alors Pavie, à la base, c'est une ville romaine de moyenne importance qui a connu d'autres batailles avant cette bataille fameuse. Hein. J'avais parlé notamment d'une bataille très importante contre les Alamans dans la tier list des peuples barbares, je crois qu'elle est en 271. Pavie, n'empêche, c'est une ville très importante des Ostrogoths, puis ce sera la capitale du royaume lombard, et elle va rester la capitale du royaume d'Italie après leur chute, et donc la transition qu'on connaît vers les Carolingiens. Et elle est ensuite bien une ville gibbeline face à Milan la Guelfe, et puis bon, elle va alterner un petit peu les maîtres, et elle va redevenir ou devenir une ville de moindre importance, mais elle reste une ville riche et prospère. J'ai pas noté le nombre d'habitants, moi je n'y suis jamais allé. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 100 ou 150 000 habitants maximum. Donc le Duomo, que vous voyez là. Alors, la basilique Saint-Michel-Majeur, j'ai voulu la mettre parce que l'on est dans un autre style, quelque chose d'assez différent. Alors l'édifice original, avant celui-ci, il avait été construit par les Lombards au 7e siècle. Il faut savoir que le tissu urbain de l'Italie du Nord est bien des duchés, on va dire, de Bénévent et de Spolète, il est largement transformé du 7e au 8e par les Lombards, qui vont construire énormément d'églises une fois qu'ils sont convertis, et donc notamment dans ce qui est le cœur de leur pouvoir royal, donc l'Italie du Nord, la Lombardie, d'où le nom. Et donc Saint-Michel-Majeur, première version, est extrêmement importante, même après la chute des Lombards, elle reste une église donc dite palatine, donc attachée au palais royal, et donc c'est elle qui est représentée sur les premières frappes de pièces lombardes. Il n'empêche que cet édifice premier est détruit par un incendie en 1004, et il est reconstruit à la fin du 11e pour être achevé en 1130. Alors il est notamment connu aussi parce que Barberousse va y être couronné empereur. J'ai plus la date, aux alentours de 1150. Elle est un prototype, en même temps qu'un chef-d'œuvre du roman lombard, ce qui arrive. Donc vous avez un plan en croix latine avec un transept, comme vous le voyez, donc la nef transversale qui dépasse largement, inspiration peut-être allemande, avec au centre un dôme octogonal assez audacieux pour le temps, et en plus elle utilise de façon extensive, ce qui est assez rare, un grès ocre. Je vais vous mettre, attendez, hop, voilà, je vous mets ici.
le dôme de la basilique, et donc elle utilise, comme vous voyez, un grès ocre fragile au lieu de la terre cuite ou la brique habituelle. On a donc 3 nefs avec une nef centrale beaucoup plus large. On aura aussi des reconstructions un petit peu plus tardives pour la stabilité du bâtiment. Je vous remets la façade. Donc la façade que vous voyez, elle est embellie par une loggia en haut, qui se voit assez bien, de 21 arches. Elle est ornée de nombreuses sculptures en grès sacrées et profanes qui ont toutes été malheureusement largement détériorées par le temps. Vous voyez aussi toutes ces fenêtres différentes, hein, à meneaux, à lancettes. Vous avez aussi les dessus de portails sculptés qu'on voit pas très bien, mais hop, je vous ai mis une autre image ici. Donc vous voyez effectivement les sculptures, et vous voyez aussi malheureusement aussi les effets du temps qui ont un petit peu détérioré tout ça. Alors l'intérieur est assez particulier, je vous le mets ici. Bon, après, les photos sont pas toujours d'une qualité top, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on trouve. Donc l'intérieur a gardé un côté beaucoup plus classique, peut-être assez pesant, mais dans l'aspect positif que peut avoir la pesanteur, c'est-à-dire ce côté très divin, très byzantin. Vous y trouvez le lieu de couronnement de Barberousse qui est indiqué, la division en 3 nefs par les puissants piliers décorés. Vous y avez aussi, je vous ai mis là, hop, cette croix. C'est connu, qui est une croix, alors qui appartenait à une abbesse dont j'ai oublié le nom, peu importe, mais du 10e, donc assez ancienne. Vous y avez des ensembles de fresques, mosaïques et peintures de différentes époques. La mosaïque de l'autel que je vous ai mise, hop, ici, bien connue aussi. Elle est du 12e, mais il y en a un certain nombre qui sont beaucoup plus tardives, avec une crypte aussi qui est très ancienne. Et la basilique possède un nombre important de reliques, dont celle de Saint Cyprien, le bien connu saint d'Afrique du Nord, de Carthage en l'occurrence. Alors je peux comprendre, quand on la voit comme ça, qu'elle n'est pas forcément l'élévation, la grandeur ou ce que vous voulez d'autres églises, mais elle a l'âge, puisque elle a été édifiée dans le premier tiers du 12e. Elle a la dignité, elle a cet intérieur que peut-être n'élève pas autant que le gothique, mais incite peut-être un petit peu plus à une espèce de méditation. Elle écrase peut-être plus par le poids du divin. Et moi je l'aime bien, même sans l'avoir vu, je l'aime bien ce Duomo. Alors après on va pas le mettre tout en haut, hein, bien entendu. Je fais la transition, donc il va rejoindre effectivement le milieu. Je pense qu'il mérite pas moins que Parme, voilà, par exemple, d'être ici. Et quand je vois ceux qui sont en dessous, ça me paraît assez cohérent. Voilà. Donc là-dessus, on est tout bon. Hop, on va repasser sur le diaporama. Et boum, voilà. Alors, à mon avis, là, vous risquez pas tellement de savoir où on est. On a sauté les marches dans l'ordre des régions italiennes, et donc nous allons à Castelpetroso, dans le Molise. Alors déjà, la région du Molise, c'est la moins peuplée, je crois. La deuxième moins peuplée, c'est surtout, à mon humble avis, la moins connue en Italie. Elle correspond, on va dire, au Samnium. Elle correspond au Samnium entre les Abruzzes au nord et les Pouilles au sud. Donc dans cette région, on a Castelpetroso, petit bled de 1500 habitants, village médiéval normand, sans histoire à raconter, mais connu pour des apparitions mariales en 1888. La Vierge va apparaître à 2 bergères, puis à d'autres reprises par la suite. Et donc le pape Léon XIII va envoyer un prêtre faire une reconnaissance de la grotte où se sont tenues les apparitions. Et le prêtre en question verra lui aussi la même chose. On aura donc apparitions et autres guérisons, et l'on va décider de la construction d'un sanctuaire à partir de 1890. D'ailleurs en 1973, puisque c'est la basilique Notre-Dame des Douleurs, Paul VI, qui est le pape à l'époque, va proclamer la Vierge des Douleurs telle qu'elle était apparue aux bergères, patronne de la région du Molise. Alors comme toutes les constructions religieuses à toutes époques, il n'y a pas de raison, eh bien elle va être assez lente. Ici, les difficultés économiques vont se joindre à 2 guerres mondiales, hein,
et les murs d'enceinte ne sont terminés qu'en 1950 et le sanctuaire est achevé et consacré en 1975. Voilà, vous voyez ici la façade. Alors, vous voyez donc cette façade entre les deux clochers, divisée, on va dire, en trois sections. Trois sections qui sont de même hauteur hein, sur cette façade centrale. Vous voyez les trois lunettes en mosaïque au-dessus des portes. On voit la coupole octogonale surmontée de sa petite lanterne, là, à plus de 50 mètres de haut. Alors le plan, je vais vous mettre le dôme. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Le plan est particulier, octogonal sous la coupole, avec un déambulatoire qui est entouré d'une voûte d'arête, avec 7 chapelles, ce qui signifie le nombre d'épées qui transpercent le cœur de Notre-Dame des Douleurs. Vous avez ici un aspect voilà, un petit peu mieux visible, hein, avec ce plan octogonal. Bien entendu, tous les éléments décoratifs, je ne parle même pas du marbre intérieur, mais même de l'orgue ou des groupes sculpturaux et compagnie, eh bien, sont tous récents. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je l'ai mis, alors ce duomo au sens large, hein, ça ne correspond pas à un duomo, mais je l'ai mis pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sanctuaire, il n'y en a pas tant que ça dans la liste, il n'y en a même pas d'autres, sauf erreur de ma part. Et c'est un édifice récent, voilà, il en fallait dans une région en plus qui est très méconnue, donc je trouve que c'était assez intéressant de mettre ça en avant. Alors à titre personnel, j'y suis complètement insensible. C'est pas une question que de modernité, on l'a vu avec Milan, qui a été fini finalement à la fin du 19e, presque, hein, puisqu'on refait le sol même, je crois, au milieu du 20e. Donc la cathédrale est finie au 20e, mais c'est vraiment de l'esthétique. Pour moi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, vraiment, ça m'a fait penser à ça, on est entre... Alors les gens diront que ça ressemble pas, mais je pense que ceux qui ont l'esprit large le comprendront. On est entre la gare de Metz pour l'extérieur et une église évangélique de Yaoundé construite sur les fonds de la belle-sœur du président pour l'intérieur. Donc c'est définitivement pas mon truc du tout en termes esthétiques, et voilà, j'y suis ma foi insensible, et donc malheureusement, en conséquence, écoutez, Castel Petroso va rejoindre Amalfi dans le mauvais goût et dans le duo Mortadelle. Et il en faut bien tout en bas aussi, hein, ne vous offusquez pas, si vous avez trouvé ça superbe, il faut bien classer les choses. Voilà. Alors, repassons à la suite. Transition. Hop. Vous avez 10 secondes pour savoir où est-ce que l'on est, et pendant ce temps, moi je vais boire un coup. Vous mettrez en commentaire... Non, je rigole, hein, bien entendu, on s'en tape. Je vais juste boire un petit coup. Bon, vous n'avez pas trouvé, vous êtes mauvais. Donc, on attaque ici une autre région assez méconnue. On attaque l'Ombrie et des Duomos dans cette région que j'ai eu la chance de voir. Bon, je vais pas vous faire languir non plus, Orvieto ce sera tout en haut, mais on y reviendra à la fin. Donc la ville d'Orvieto est une charmante bourgade de 20 000 habitants dans une région, pour le coup, autant le Molise mérite sa méconnaissance, autant l'Ombrie est bien trop méconnue. Et d'ailleurs, nous en reparlerons dimanche qui vient. Donc, fatalement, il va y avoir des redites, hein, mais ça, c'est pas grave, c'était pas forcément prévu. L'Ombrie était prévu depuis longtemps, mais la tier list des Duomo, j'ai décidé ça un petit peu plus tard, donc il y aura des redites malheureusement. Donc, Orvieto, hop, je vais vous le mettre ici. Voilà la ville. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, c'est une ville très ancienne, déjà une ville étrusque parmi les plus importantes, qui va être ravagée par les Romains. Elle connaît ensuite bien le sort des villes qu'on a déjà vu, hein, austro-gothique, puis byzantine, puis lombarde, avant une période d'indépendance qui la voit bien parmi les cités les plus puissantes jusqu'au XIVe, avant qu'elle ne sombre bien au cours des guerres entre guelfes et gibelins, et elle revient aux états pontificaux définitivement à partir de 1450. Le Duomo. La construction de ce qui est d'abord Santa Maria della Stella, qui changera de nom au 19e, débute en 1290 sur ordre du pape Nicolas IV. Elle commence dans un style roman avant d'embrayer très vite
sur le gothique. Alors bien entendu, les travaux vont s'étaler comme d'habitude sur une période immense. La façade n'est terminée qu'au milieu du XVIe. À la fin du XVIe, on va refaire le sol et la cathédrale va subir une importante refonte pour enrichir son aspect, on va dire, iconographique, décoratif. Une grande partie de cet aspect décoratif va être supprimé fin 19e pour tenter de retrouver ce que l'on pensait être l'aspect premier du bâtiment. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises, ça arrive très souvent. Donc la façade que vous voyez là, elle est une construction de 300 ans qui apparaît néanmoins harmonieuse grâce au respect du projet gothique initial au fil des siècles. Vous voyez quand même cette harmonie qui s'en dégage. 4 contreforts terminés par des flèches la divisent finalement en 3 sections. On voit assez bien. Les 3 triangles des loggias sont surmontés par les 3 triangles des cuspides, et on a finalement le contraste entre bien les surfaces planes et brillantes des mosaïques et tout le relief que peut avoir la pierre. Vous voyez les 4 piliers, alors je vais vous mettre là. Hop, sculptés. Les pilastres sont parmi les plus fines œuvres de la sculpture gothique. Vous avez vu la rosace du plein 14e avec Saint-Augustin, Grégoire, Jérôme et Ambroise. Les mosaïques ont été réalisées principalement au 14e et 15e. Elles ont été par la suite largement refaites, mais elles ont gardé leur style d'origine. Quand le soleil tape dessus, je vous assure que c'est très très beau. Et les murs, comme les piliers à l'intérieur qu'on va voir, je vais vous les mettre juste là, ici, eh bien ils sont typiques du style siennois. On le verra dans la 3e session, ce noir et blanc, cette alternance de basalte et de traversin. Donc l'intérieur, comme vous voyez, n'est pas en reste. Plan basilical à 3 nefs, ça se voit assez bien avec la façade. Il est couvert d'un plafond, vous voyez, en poutre apparente. Alors les dimensions en elles-mêmes du Duomo, 90 mètres de long, 33 de haut, 34 de large, c'est assez classique. Vous voyez aussi le sol qui est en calcaire rouge, qui donne cette impression de grandeur, en plus avec ses reflets lumineux. Le Duomo possède à l'intérieur un certain nombre de chapelles assez incroyables. Je vous mets ici la chapelle Sant'Brizio, qui est du nom du saint protecteur de la ville, et qui a été décorée entre 1447 et 1507. Non, 1504, 1447 et 1504, notamment par Fra Angelico. C'est un chef-d'œuvre de fresque de la Renaissance qui récapitule l'Apocalypse et le jugement dernier, mais en soi, je pense que de là où vous êtes et de là où je suis, on ne le voit pas très bien. Et vous avez aussi la bien connue chapelle du Corporal, qui conserve en fait une pièce de tissu qui a été tachée du sang d'une hostie consacrée lors d'un miracle eucharistique qui avait eu lieu en 1263 et qui est conservé dans un reliquaire que vous voyez là, qui est un chef-d'œuvre là aussi du gothique, avec une chapelle couverte de fresques datées du milieu du 14e. Voilà, et il en va de même du presbytère, de tous les murs. Enfin voilà, c'est une œuvre d'art de l'intérieur et de l'extérieur. Je vous mets cette vue externe. Donc je l'ai vue et vraiment c'est objectivement harmonieux, c'est impressionnant. Moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique dans une ville en plus qui est très jolie, donc ça ne gâche rien. Et je trouve que au-delà de goût personnel, ce qui permet de la mettre aussi haut, c'est cette perfection qui va du détail au global. C'est-à-dire que c'est pas seulement beau de très loin ou de très près, c'est beau de très loin et de très près. Voilà, donc c'est beau peu importe le point de vue. Donc voilà, je crois qu'elle mérite son classement. Je vous fais la transition. Et Orvieto va rejoindre Milan tout en haut de notre liste. Voilà, on en est à la moitié, donc je vais repasser sur le diapo, moitié de cette 2e session, et nous restons en Ombrie puisque nous allons à Spolète. Alors avec un Duomo que j'ai vu aussi fatalement, Spolète c'est un tout petit peu plus grand, mais ça reste une petite ville, c'est une ville de 30 000 habitants qui est tout en hauteur avec un système d'escalier roulant qui vous conduit tout en haut, c'est assez original. Alors là pour le coup c'est une photo personnelle. Voilà, vous voyez tout ce tunnel et ces escaliers qui vous mènent tout en haut de la ville. Sinon, c'est pas très rigolo à grimper.
Donc la ville de Spolète, elle a elle aussi, comme la plupart des villes italiennes, une très longue et très riche histoire. C'est un centre ombrien très important, c'est une colonie romaine. Ce sera après le centre du duché lombard du même nom. Puis elle finira donc par être rattachée au territoire de Saint-Pierre au cœur du Moyen-Âge. Je vous mets la ville, sachant que cette vue-là, c'est la vue que vous avez, comment dirais-je, tout en haut de la ville, mais si vous la regardez d'en bas, vous avez donc une autre vision. Vous comprenez effectivement, vous comprenez à mon avis ce que je veux dire. Il y a une atmosphère, j'allais dire comme Ravenne, mais pas du tout la même. Hein, c'est pas comparable, mais il y a cette comparaison dans l'atmosphère très particulière, parce que je trouve que Spolète est une ville beaucoup plus moyenâgeuse que Renaissance, avec la plupart des églises et la forteresse albornoz dont on parlera dimanche qui domine la ville. Mais bon, on reparlera de tout ça dans la vidéo sur l'Ombrie. Donc le Duomo, pour revenir à lui, que vous voyez là. Alors, comme vous le voyez, il est ancien, il est construit de 1151 à 1227 sur une ancienne église du 9e, pardon. Donc elle est construite au 12e et au 13e. Même si, et c'est ce qui m'a fait ce qui m'a fait que ma langue a fourché, les dates de construction sont encore débattues par les spécialistes. Il semble avéré, en tout cas c'est ce vers quoi la plupart tendent, que les travaux définitifs ne commenceront que dans la seconde moitié du XIIe, après que la ville ait été dévastée par Barberousse et le Duomo précédent détruit. Donc on voit assez facilement le style lombard de la façade à pignon, à double pente quoi, en bloc de pierre et qui s'ouvre donc sur un immense parvis, donc style roman lombard d'Ombrie, avec la corniche, les arcs aveugles, les 8 rosaces et dans la partie la niche centrale avec la mosaïque du Christ qu'on voit pas forcément très bien là-dessus mais qu'on voit beaucoup mieux ici, donc avec le Christ entre Marie et Saint Jean, mosaïque qui date de 1207, qui est la date d'achèvement de la façade, et mosaïque signée par un artiste, Sol Sternus, qui présente une réelle modernité pour l'époque. Le clocher, alors je l'ai peut-être pas, voilà, ici. Le clocher, donc, très, comment dire, avec la flèche octogonale, date au plein 12e, même s'il a été un petit peu remanié ultérieurement. Et la seule modification que vous voyez sur la façade, ça se voit assez bien, c'est l'ajout en 1491 d'un portique de style Renaissance avec ces 5 arcs là en plein cintre. Alors l'intérieur par contre est très différent. Le plan croix latine n'a certes pas changé, les 3 nefs non plus, même si on a eu l'ajout de pas mal de chapelles. La coupole est là, mais comme vous le voyez, on est en plein style baroque pour cette refonte totale. Alors, néanmoins, il y a eu des conservations. L'abside a conservé les fresques de frère Filippo Lippi, que vous voyez là. Donc fresques du 15e avec les histoires de la Vierge. Et les chapelles, elles recèlent aussi de quelques œuvres notables. On a une icône byzantine de la Vierge qui est du 11e ou du 12e et qui semble avoir été donnée par Barberousse en signe de paix après ses ravages. On a des fresques de Pinturicchio aussi, et on a un crucifix de 1187. Alors, je vais vous faire une confidence, je ne sais plus s'il est conservé dans le Duomo lui-même ou s'il est dans un musée à côté. Je ne sais plus parce que j'ai l'impression de l'avoir vu aux deux endroits, mais du coup mon cerveau se mélange. Mais en tout cas, ce qui est assez rare, c'est qu'on en connaît l'auteur. Ce qui est assez rare pour une œuvre, un crucifix comme ça du XIIe siècle. Donc au global, je trouve que l'extérieur dégage sur les images ou même dans le de visu une espèce de sérénité froide, mais au sens positif. Et c'est un assez bel exemple d'art roman. Bon, après, je suis pas fan de l'intérieur du tout, hein, je l'ai déjà dit, moi, les refontes baroques, c'est pas trop mon truc. Donc, au global, écoutez, je pense que Spolète mérite sa place au milieu. Il y a au moins des conservations. Voilà, je ne vais pas la mettre à côté de Saint-Paul, c'est quand même supérieur à Atri et Matera, à mon sens. Et ne parlons pas d'Amalfi et Castelpetroso, tout en bas, c'est une abomination. Donc voilà pour Spolète, et si je ne dis pas de bêtises, oui, je ne dis pas de bêtises, nous allons en finir avec l'Ombrie.
Alors pour ceux qui se demandent, la tache bleue à côté du petit point, c'est bien entendu le lac Trasimène, voilà, qui est un haut lieu de l'histoire et aussi un lieu comment dirais-je, de batifolage aquatique pour ceux qui souhaitent se baigner. Donc l'Ombrie, on en reparlera de toute façon, il y a beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients. Donc basilique Saint-François d'Assise, fatalement à Assise, donc toujours en Ombrie, donc une ville de 30 000 habitants forcément très particulière, très ancienne aussi, puisque c'est un emplacement déjà occupé par les Ombriens, ville qui va devenir romaine au début du IIIe siècle. Alors attendez, je vais vous mettre Assise. Vous voyez, c'est le cas de la plupart des villes en Ombrie qui occupent très souvent des hauteurs. Donc ville, comme d'habitude, hein, ville ostrogothique, byzantine, lombarde, qui devient impériale, puis qui devient cité libre. Et c'est à ce moment-là, à la fin du XIIe, que naît Giovanni di Bernardone, qui sera donc le futur Saint François d'Assise. Un Saint François, l'ordre franciscain et compagnie, je ne vais pas vous faire l'historique, on n'est pas là pour ça. Voilà, Guelph, Gibelline par la suite, sous le pape, sous divers condottières, enfin c'est le Moyen-Âge italien dans toute sa splendeur, jusqu'à la domination papale qui devient définitive au XVIe, avant qu'elle ne rejoigne bien sûr le royaume d'Italie au moment du Risorgimento. Et qui devient aussi une destination touristique prisée, et plus seulement, comment dirais-je, une destination de pèlerinage, avec eh bien, la redécouverte des corps de Saint-François et de Sainte-Claire au XVIIIe. Voilà, c'est toute la ville qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, la basilique Saint-François. Alors, on parlera pas, là je l'ai mis en image effectivement, je l'ai précisé aussi, on parlera pas du sacré couvent qui est à côté et qui frappe le plus de loin avec les arcs et les portiques, hein, c'est vraiment très très impressionnant vu de loin. Mais nous, voilà, on va parler de la basilique. Donc la première pierre de la basilique, elle est posée en 1228, c'est au moment où François est fait saint, 2 ans après sa mort, et elle est pensée dès le début comme l'édifice qui doit abriter ses restes et qui sera l'église mère de l'ordre des frères mineurs, donc des franciscains. Alors ayant désigné le lieu où il souhaitait être enterré, qui était le lieu d'enterrement des condamnés auparavant, hein, c'est très franciscain, eh bien on y dresse une église qui ne suit pas forcément les recommandations de pauvreté, mais qui doit être un lieu de transmission du message de l'église, de sépulture et de pèlerinage, et donc qui doit être assez imposante et assez large pour accueillir eh bien, les foules de pèlerins. Elle est d'ailleurs, en plus de ça, d'un point de vue architectural, une des pierres angulaires de la diffusion du gothique en Italie, même si son aspect général fait penser aussi un petit peu au roman lombard, mais ça tient, comment dirais-je, à la superposition. On va y revenir. Donc elle est consacrée par le pape en 1253, et eh bien, le corps de Saint François y avait été caché dès 1230 pour éviter que l'on vole les reliques, si bien, donc, comme j'ai dit, qu'on le retrouvera qu'en 1818, donc peut-être, j'ai dit 18e, mais c'est même au 19e, parce que Sainte-Claire c'est peut-être au 18e, je ne sais plus. Peu importe. Faut comprendre que le saint, par analogie, j'allais dire c'est la rockstar, mais c'est une analogie des années 60-70, c'est une analogie de boomer, mais en tout cas, c'est la personnalité de l'époque, et pourquoi on l'a caché, c'est qu'au moment où on transporte Saint François à sa sépulture, c'est tout juste si on n'a pas des émeutes populaires pour lui piquer une phalange, quoi. Et donc, modification des plans initiaux, ce sont 2 églises qui sont en fait construites l'une sur l'autre, avec des piliers et des contreforts pour soutenir le poids. Donc vous voyez effectivement, alors c'est pas forcément si facile que ça à voir, on a l'impression d'un bâtiment uni, mais en fait vous avez une église inférieure et une église supérieure. Alors on ne connaît pas grand chose de la construction de la basilique et même d'ailleurs du sacré couvent qui est accolé, mais ce qu'on sait c'est que l'essentiel de leur aspect, eh bien, n'a pas été modifié depuis le XIVe. Donc elle a cette église inférieure, comme j'ai dit, bâtie dans la roche, et donc l'église supérieure qu'on voit, qui sont de style un petit peu différent. Donc l'église inférieure, c'est celle de la crypte, donc où est conservé le corps de Saint François dans un tombeau. On y entre par un portail que vous voyez avec ce porche Renaissance. Alors, je vous mets l'intérieur, hein, de la crypte, bougez pas. Hop. Alors,
transept, presbytère, chapelle, enfin voilà, c'est un petit peu difficile de dresser la liste des choses à voir, les tombeaux, les fresques que vous voyez qui remontent jusqu'au milieu du XIIIe, qui pour certaines ont été réalisées par les maîtres de leur temps, type Giotto. Et ben, l'église supérieure, c'est celle dont on voit la façade, qui est assez ample, avec sa rosace, son toit en cuspide. Et je vous mets l'intérieur de l'église supérieure. Hop, voilà. Donc intérieur beaucoup plus gothique, arc brisé, voûte en croisée d'ogive, qui tient d'ailleurs sûrement à l'appel d'ouvriers qui avaient travaillé sur les chantiers en France. Mais donc avec moins d'élévation que notre gothique, puisque comme vous voyez, l'élévation elle est coupée par la galerie qui sont sous les fenêtres. Fenêtres qui ont des vitraux qui sont parmi les plus complets d'Italie, et la décoration intérieure, vous voyez, elle est là aussi d'exception, avec des cycles de fresques qui ont été commencés dès le XIIIe et qui ont fait là aussi appel aux plus grands maîtres. Donc voilà, on a une église inférieure de pèlerinage, une supérieure pour la pratique religieuse, si on peut résumer. Je vous mets, hop, voilà, vue de loin, entre guillemets. Donc, bah écoutez, il y a aussi une certaine sérénité. En plus, vous y accédez par une descente qui fait un grand parvis comme ça. Et alors, quand on prend le global avec le couvent, c'est majestueux. Pareil pour l'intérieur. Je dirais qu'elle me fait penser à Spolète pour cette espèce de sérénité, mais en mieux, notamment par l'intérieur et par la préservation du caractère original du bâti. Donc voilà, un cran au-dessus. Donc je vais la mettre, hop, je vous mets comme ça, donc assise. Hop, elle rejoindra un autre grand lieu qui est Saint-Pierre. Alors je vous conseille, peut-être que j'y reviendrai d'ailleurs dimanche, je sais plus si je le dis, mais c'est un des rares endroits où je vous conseille d'y aller hors saison et hors fête, parce que la basilique est très fréquentée. En plus moi j'y suis allé un 15 août, alors c'était pas trop fréquenté non plus, ça restait la ville en elle-même restait alors elle est constellée d'églises importantes en plus de ça, mais elle était praticable et même voilà, assez peu fréquentée. Par contre la basilique Saint-François d'Assise, c'était l'intérieur, c'était de la folie. Alors c'était pas forcément des touristes, hein, c'était des gens, surtout un 15 août, il y avait beaucoup de pèlerins, mais c'était fou, quoi. C'était vraiment il y régnait une chaleur, c'était abominable, vraiment. Voilà, c'est un des rares endroits en Ombrie qui, à mon avis, peut être excessivement fréquenté pour les gens qui y sont sensibles. Je sais qu'il y a des gens qui, comme moi, détestent quand il y a trop de monde, donc c'est vrai que là-dessus, l'Ombrie, c'est formidable. Mais un peu moins un 15 août à Assise. Voilà, mais c'est à faire, hein. Je voulais quand même y aller le 15 août pour voir à quoi ça ressemblait. Et de ce point de vue-là, je m'attendais à pire. Donc on remet le diaporama, et nous sommes encore, puisque je ne suis pas idiot, nous sommes encore en Ombrie en fait, et nous sommes, et bah oui, Sant'Angelo, forcément c'est à Pérouse. J'avais pas fait gaffe. C'est en voyant la carte que je me suis dit, tiens, c'est encore l'Ombrie. Et oui, dernière visite en Ombrie, du coup, pour cette fois, j'en suis sûr. Et donc, on s'arrête cette fois à Pérouse, qui est un petit peu la grande ville. Je dirais 150 000, allez, je dirais 150 000 habitants, qui n'est pas ma ville préférée, je l'avoue. Par contre, là aussi, Perugia, c'est très historique, c'est une ville ombrienne. Puis une ville étrusque, et on voit encore d'ailleurs l'enceinte étrusque, enfin en partie l'enceinte étrusque qui est encore visible, puis forcément ville romaine qui sera quasiment entièrement incendiée puis reconstruite par Auguste, puis ville voilà, austro-gothique, papale, vous connaissez l'histoire. Très grosse cité au Moyen-Âge, vraiment très importante, avec tout son lot d'histoire, son université, tout ce que vous voulez, avant que voilà, elle ne soit réintégrée après aux États papaux, puis à l'Italie. Alors, je vais vous mettre la façade. Puisque, bien comme vous le voyez, on est sur un bâtiment atypique. Pourquoi Saint-Michel-l'Archange? Peut-être parce que, on voit d'ailleurs, je pense, une partie des murs, mais elle est proche de l'enceinte de Pérouge, donc on fait appel, proche de l'enceinte, on fait appel à l'ange guerrier, si on peut dire. Et bah, comme vous le voyez, l'église a un plan circulaire, qu'on retrouve d'ailleurs à Pérouse ailleurs, et à Rome aussi, donc typique de cette époque. Elle remonte au 5e ou 6e, on n'est pas certain.
Je pense que ça se voit assez bien, on est encore dans l'architecture romaine. Je pense pas que dire byzantine à cette époque ait vraiment du sens, ça n'en a même aucun, hors de certaines réalisations particulières à Ravenne qui ont une inspiration directe de par la domination qui va venir et de par les contacts entre le royaume ostrogotique et l'Empire. Mais voilà, sans qu'on sache exactement la date de construction. Alors elle est construite sur une hauteur, je confirme, je suis monté avec une poussette. C'est moi qui l'a poussé, hein, j'étais pas dedans. C'était assez casse-bonbon. Donc construite probablement sur un temple romain, lui-même construit sur un temple étrusque, puisqu'on n'a rien inventé. On a retrouvé des urnes qui suggèrent une nécropole étrusque en dessous. Le bâtiment a été un petit peu remanié au Xe, détérioré au XVIe pour être intégré au système de rempart, avant qu'une nouvelle restauration au milieu du XXe ne tente de lui redonner une partie de son aspect d'origine, même si l'orientation de l'entrée n'est plus la même, puisque bien, le portail du XIIIe qu'on voit en face de nous devait plutôt donner à la base accès à une chapelle. Alors l'intérieur. Vous voyez l'intérieur, plan central, qui s'articule autour de deux espaces qui sont délimités par 16 colonnes, qui sont des colonnes de réemploi, vu leur caractère hétérogène. Orné en plus de ça, c'est vrai que je l'ai mis sur les colonnes de lettres grecques dont on ne connaît absolument pas le sens. Donc déambulatoire et presbytère, hein, comme la plupart des rotondes qui ont ce plan central. Alors à la base, les chapelles devaient lui donner une forme de croix grecque, mais on n'en a plus que 2 des chapelles. Et l'autel, je vais peut-être vous remettre ici la vision. Donc l'autel que vous voyez en plein milieu, il est une pierre tombale romaine voilà, réutilisée. Et le dôme qu'on voit a été transformé par des arcs gothiques qui soutiennent la toiture que j'ai mise ici. Voilà, vous la voyez, hein, vous voyez les arcs gothiques et vous voyez effectivement la toiture qui a été refaite au XXe sur le modèle qu'on pensait être celui d'origine. Et chose étonnante, alors ça c'est une photo personnelle aussi, vous voyez mes petits petons qui dépassent, on trouve un pentagramme près de l'entrée, comme vous voyez, je l'ai pris en photo, ça m'a étonné moi-même, parce que je ne m'étais pas spécialement renseigné sur ce que j'allais y trouver à la base, et donc voilà, c'est une tranche dans une église, puisque c'est plutôt un signe que l'on associe généralement en tout cas, si ce n'est au diable, en tout cas à la magie. Voilà, donc il faudrait mettre Oleg de Normandie sur le coup, c'est sans doute paléo-chrétien, mais il faudrait qu'il enquête. En plus, on trouve à l'entrée des croix templières, donc je vous dis pas le délire, hein, là Oleg est en surexcitation. Alors moi, je ne cache pas mon amour pour les bâtiments de cette époque de transition, donc je suis biaisé et je l'assume totalement. Ceci étant dit, on ne peut pas aller au-dessus du duo motivation, je vous le mets ici, hop, la transition. Voilà, en plein milieu, pour son caractère un petit peu, quand même assez original, son caractère d'ancienneté, ses particularités, je trouve que c'est un édifice qui mérite d'être vu. Beaucoup de Duomo sont magnifiques, ont une splendeur et compagnie, mais si vous les faites tous, vous pouvez avoir cette impression de redite entre certains, ou en tout cas de ressemblance. Ici, très clairement, ça n'est pas le cas. Vous avez un bâtiment qui ressemble à très peu d'autres. Donc voilà, maintenant on va enchaîner sur quelques Duomo que je ne connais pas, si je me souviens bien de l'ordre. Je vous mets le diaporama. Hop, ouais, c'est ça. Donc là, nous sommes avec le Duomo Saint-Étienne de Bielle. Alors vous voyez San Stefano sur le titre, mais enfin sur le nom dans la tier list, mais je vais vous expliquer. Donc le Piémont, moi c'est une des régions que j'aime le moins, pour être honnête. Mais ça ne compte pas. Donc Bielle en français, c'est une ville moyenne d'à peu près 40 000 habitants. Alors comme toutes les villes anciennes, motivée dans son émergence par la présence d'une mine d'or ville qui va connaître par ailleurs les vicissitudes dont on a parlé 1000 fois de tous les envahisseurs, village médiéval qui va être le siège d'une lutte entre maisons Visconti et de Savoie, que ces derniers remportent, et donc elle est ensuite occupée par les Français en 1798, puis par les Autrichiens avant d'être rattachée au royaume de Piémont-Sardaigne. Alors, notre Duomo. Voilà. Alors, le Duomo, donc Saint-Stéphane,
San Stefano, dédié enfin Saint Stéphane pour le coup, que j'ai traduit, mais qui est San Stefano, qui est dédié au premier martyr, donc Saint-Étienne. On peut trouver les deux noms parce que Stefano en italien c'est Étienne. Donc effectivement, vous pourrez trouver du Saint Stefano, du Saint-Étienne, du Saint Stéphane. Voilà. Donc ce Duomo, il est érigé à partir de 1402 sur l'emplacement d'une ancienne église du XIe, érection qui répond à une demande populaire à la suite d'une épidémie de peste, et à partir de 1772, eh bien, il est entièrement restructuré en style néo-gothique, il est agrandi jusqu'en 1803, puis en 1826, on ajoute le pronaos, la façade à colonnes que vous voyez. Disons. Donc c'est une façade très récente, qui n'est pas la pire des réfections, je crois que je l'ai mis là aussi, dans le sens où ça ne tranche pas non plus totalement, c'est pas aussi disgracieux que ça pourrait l'être, mais c'est une construction vraiment très récente. Alors l'intérieur que je vous ai mis là, à trois nefs, alors on le voit peut-être pas forcément très bien ici, mais il a de nombreuses peintures murales qui ont la particularité d'être pour beaucoup des trompe-l'œil. Mais vous voyez, alors je vais vous mettre une autre photo de l'intérieur. Voilà, vous voyez, alors tout ça c'est du trompe-l'œil, hein, ce que vous voyez par exemple sur le haut de l'image, c'est assez original, mais vous voyez quand même l'austérité certaine, pour être gentil, qui se dégage du bâtiment malgré la petite coupole octogonale et les chapelles décorées qui tentent de rompre un petit peu avec tout ça. C'est quand même assez austère, ça ne donne pas forcément envie de transcendance, mais effectivement plutôt de je sais pas, ça donne l'impression d'aller à l'usine. On a l'impression d'y aller y faire les 3-8. Le campanile extérieur, qui est assez classique, qui lui est du 12e, et vous avez dans le complexe aussi le baptistère, juste là, qui pour le coup a pour lui l'antériorité, puisqu'il est du 9e, construit en galets locaux et érigé, semble-t-il, sur un cimetière païen, puisque vous voyez le bas-relief, alors il est en petit, mais je pense que vous le voyez, qui a très certainement été extrait d'une tombe. Alors je développe pas plus le baptistère, parce que c'est pas l'objet principal, mais c'est toujours intéressant à savoir. Ceci étant dit, je pense pas qu'il y en ait des tonnes à tartiner dessus, je voulais un petit peu équilibrer la chose, parce que le nord de l'Italie est assez peu représenté au global dans la tier list par rapport au centre et au sud. Lui, c'est un exemple, je trouve, de reconstruction récente assez sobre. Voilà, malgré tout, c'est pas terrible de l'extérieur et de l'intérieur par rapport à d'autres. Hein. On a un extérieur qui est, y a rien de flamboyant, qui est assez récent, et on a un intérieur qui est quand même plus qu'austère, qui est même d'une presque tristesse, vraiment très gris. Ça n'a pas un côté même solennel, ça a vraiment un côté vraiment, il n'appelle pas l'appel de Dieu ne se fait pas ressentir, quoi. Donc voilà, il va aller tout en bas. J'en suis désolé pour lui, mais d'un autre côté, il faut un petit peu équilibrer la tier list, et voilà, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et écoutez, on va arriver à notre dernier Duomo du soir. Et ce Duomo, hop, nous passons du Grand Nord au Grand Sud, puisque nous allons à Lecce, dans les Pouilles, pour ceux qui ne le sauraient pas. Lecce, qui est une ville moyenne, on va dire, d'un petit peu moins de 100 000 habitants. Donc Lecce a la particularité d'être une ville que l'on dit avoir été fondée par les Messapiens, dont on ne connaît pas la provenance, est-ce qu'ils étaient illyriens ou anatoliens, on ne sait pas, avant d'être romaine, devenir austro-gothique, puis de rester byzantine jusqu'au milieu du XIe, et de devenir, à la suite de la conquête, eh bien, de devenir normande, puis, j'allais dire impériale, mais même souabe, la période de Frédéric, puis angevine, on en a parlé, les vêpres siciliennes, puis hispano-impériale, et enfin napolitaine pour finir italienne. Donc voilà, on se marre bien dans le sud de l'Italie, et on change de maître assez souvent. Donc le Duomo, vous le voyez ici,
Notre-Dame de l'Assomption, d'accord, Santo Rozzo aussi, qui est le premier évêque de la ville et qui en est devenu le saint patron au XVIIe après son intercession pour sauver la ville d'une épidémie de peste. Et donc la première cathédrale, elle est construite en 1144, elle est rénovée en style roman en 1230, et de 1659 à 1670, elle est reconstruite en style baroque, vous le voyez, pour aboutir au Duomo que l'on voit aujourd'hui. Alors, reconstruite certes, mais on ne modifie pas le plan de la cathédrale romane qui existait précédemment. Comme vous le voyez bien, le Duomo a la particularité, c'est aussi pour ça qu'il est là, d'avoir deux façades. Vous les voyez, je vous mets ici ce que l'on dit être la façade principale. Façade donc avec le portail principal. La façade principale, elle est simple, elle laisse voir la structuration en trois nefs de l'édifice, et elle est cette façade principale sans artifice parce que le portail principal est orienté à l'ouest et donc ne l'est pas vers la place. Alors que la façade dite latérale, eh bien c'est celle de la piazza, et donc elle est bien plus riche, avec ses pilastres et ses colonnes, sa balustrade, son arc décoré avec la statue centrale de Santo Ronzo. Hein, cette façade-là est un chef-d'œuvre de l'art baroque. Le clocher est lui aussi, alors le clocher, on le verra mieux ici, lui aussi du plein XVIIe, construit pour remplacer l'ancien campanile normand qui s'était effondré. Il est haut de 70 mètres, c'est très haut, et il est pourvu de balustrades et loggias qui permettent, dit-on, bien d'apercevoir la côte albanaise, puisque nous ne sommes pas très loin, c'est un bras de mer qui les sépare. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas mis, je me permets de regarder, et si. J'avais mis le campanile, je fais bien les choses. Donc l'intérieur en croix latine, on l'a dit, divisé en trois nefs par des pilastres, alors je vous mets l'intérieur, hop, avec une nef centrale qui est couverte d'un plafond en bois sculpté du XVIIe. On a beaucoup de chapelles, on a des œuvres majeures, des chapelles qui ont toutes des autels ouvragés. Je vous mets une chapelle, hop, voilà, ici. Donc vous voyez la richesse de ce décor intérieur qui fait très effectivement Mezzogiorno. De même qu'on a une crypte du XIIe. Alors tout ça, au global, fait très classique, Italie du Sud baroque, c'est pas déplaisant non plus, pas non plus merveilleux. Donc on en finit avec Lecce, et on va finir avec Lecce au milieu, en duo motivation, et je me permets de regarder toutes celles qui viennent. Oh, il y a encore de quoi... Il y a encore de quoi faire, et on va remplir, effectivement, il y aura tout. Là, le milieu est un petit peu plus chargé, mais je pense qu'on va un petit peu rattraper notre retard avec la dernière sur eh bien, certaines lignes de notre tableau. Voilà. Bien écoutez, voilà pour ce soir, voilà pour ce second classement. J'espère que vous aurez pu voir des choses qui vous donnent envie. J'espère que vous aurez pu apprendre deux ou trois petites choses. Ça a été mon cas, je le reconnais, par exemple sur la cathédrale de Milan. Figurez-vous que malgré le fait de l'avoir vu et malgré avoir l'impression de m'être renseigné, j'avais complètement oublié que la façade était purement et simplement une construction finie sous Napoléon. Donc comme quoi on en réapprend tous les jours lorsque l'on oublie des choses. Donc voilà pour ce soir, la suite du programme, donc vendredi, je ne peux pas vous garantir de stream, à partir de vendredi, ma vie bascule, ma vie change en tout cas, et je vais faire ce que je peux pour assurer poursuivre le programme et assurer les streams. Comme je l'ai déjà dit, si je ne peux pas, écoutez, on fera autrement, hein, j'enregistrerai ça quand je peux et puis je le posterai directement sur YouTube. Mais le programme, donc vendredi je ne sais pas, dimanche nous parlerons de Lombrie, donc ça par hasard encore une fois, mais tout se goupille assez bien, donc on fera une petite vidéo de présentation de cette région qui mériterait d'être plus connue, et en même temps sa chance c'est de ne pas l'être. Et puis donc mercredi prochain on finira donc cette tier list des duomos italiens, et ensuite les mercredis on aura normalement 3 réceptions à la suite. Voilà.
Donc bien écoutez, je vous remercie pour ceux qui regarderont cette deuxième partie. On se donne rendez-vous pour la troisième, on se donne rendez-vous pour parler de Lombrie, on va parler Italie pendant quelques temps. Écoutez, c'est un pays merveilleux, donc c'est pas un voyage déplaisant. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, une bonne, on va dire une bonne semaine pour ceux qui regarderont ça en différé. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt, et puis je ne peux pas vous dire exactement quand, mais je vais essayer de remplir mon rôle et de faire les vidéos qui ont été programmées et pour lesquelles je me suis engagé. Voilà, donc à bientôt, et puis portez-vous bien.